Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Nouvelle journée, nouvelle émission, bienvenue dans le Magal West de ce mardi 4 mars et aujourd'hui c'est Mardi Gras. Comme toujours, on vous embarque dans une heure d'actu locale de musique et de découverte culturelle. Pour commencer, un point météo, faut-il ressortir le parapluie ou profiter encore un peu des rayons de soleil pour cette fin de journée, mais aussi pour demain? On vous dit tout dans un instant. Au programme aujourd'hui, l'agenda des événements de la semaine pour ne rien manquer des sorties à venir, puis une découverte musicale avec The Liminanas, le groupe mis à l'honneur cette semaine par la Ferrarock. Côté actu local, Margot nous résume les infos du jour et notamment une nouvelle qui risque de faire grincer des dents. Les tarifs de la piscine des Bains des Docks augmentent, une vraie douche froide pour les usagers. En deuxième partie d'émission, place à la mobilité douce avec la roue libre qui vient nous présenter le baromètre du vélo. Avant ça, Camille nous parlera aussi d'une association pas comme les autres, Chapeau Péruvien, qui tisse du lien social à travers des ateliers créatifs et solidaires. On se retrouve donc juste après la météo pour le Flash Info. Et cette journée est placée sous le signe du soleil, alors va-t-elle se poursuivre pour la fin de journée? Le soleil se couchera à 18h47, ce qui signifie encore 4 minutes de soleil en plus sur notre journée. Actuellement, la température est de 8 degrés, le vent est très faible, il ne dépasse pas les 2 km/h, il est tourné vers le nord-nord-ouest. Pour votre fin de journée, ce soir, le ciel sera complètement dégagé, la température va même se réchauffer 10 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 6 km/h direction sud-est. Pour votre journée de demain, sachez que le soleil sera encore parmi nous avec grand plaisir. Le soleil se couchera d'ailleurs à 18h49, il se lèvera à 7h34. Cette fois-ci, on gagnera 3 minutes de soleil sur la journée. Demain matin, il y aura un beau soleil, la température sera de 5 degrés, ressenti 2. La force du vent va osciller aux alentours des 12 km/h, direction sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 69%. Demain après-midi, vous pourrez profiter du soleil. La température sera de 10 degrés et le vent restera moyen, pas plus de 8 km/h, toujours tourné vers le sud-sud-est. Même direction pour le vent en fin de journée. Le vent qui se calmera et ne dépassera pas les 6 km/h. On reste donc sur une légère brise tout au long de la journée. Le ciel sera complètement dégagé à nouveau et la température fixée sera de 12 degrés. Voilà pour votre météo. Margot nous rejoint pour le Flash Info du jour avec un coup dur pour les nageurs des Bains des Docks. Les tarifs vont augmenter. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce mardi 4 mars 2025. Bains des Docks au Havre, vous allez payer plus cher. Ce sera pour eux la douche froide. Les usagers de l'espace balnéo des Bains des Docks au Havre devront désormais débourser 15% de plus pour y accéder, soit 15,90 € au lieu de 13,90 €. La communauté urbaine a acté l'augmentation au 1er mars 2025. La hausse de tarifs pour l'entrée à la piscine du complexe aquatique est plus modérée. Sainte-Adresse, la billetterie pour le festival Apollo du bout du monde est ouverte. Imaginez de la bonne musique, quelques food trucks et surtout le cadre exceptionnel et la vue sur mer au bout du monde de Sainte-Adresse. Voilà la promesse du festival Apollo qui se tiendra les 27 et 28 juin prochains. Et la billetterie vient d'ouvrir. Jusqu'au 11 mars, profitez d'un pass journalier à seulement 5,99 € et un pass week-end à 8,99 €. À Sainte-Adresse, risque de cambriolage. Mais comment savoir si notre maison est visée? La mairie de Sainte-Adresse lance une alerte sur les signes qui pourraient identifier certaines habitations avant cambriolage. Elle appelle à la vigilance des habitants sur ces marques spécifiques qui ont été constatées, comme des points de couleur ou des feuilles blanches sur les boîtes aux lettres.
Fermeture de l'A29 près du Havre pendant 3 nuits, ce qu'il faut savoir. La société d'autoroute Sanef entreprend des travaux sur un pont situé à hauteur de l'échangeur A29 à 131 début mars. Pendant 3 nuits, donc jusqu'au 7 mars, de 20h à 6h, l'A29 dans le sens Amiens-Pont de Normandie sera fermée à la circulation. Des voies de déviation seront mises en place. Et enfin, rugby fédéral 1, le HAC se prend les pieds dans le tapis chez le dernier. En déplacement à Tulle, pour y défier la lanterne rouge de sa poule, dimanche 2 mars, le HAC avait le match en main à la pause, mais le vent a tourné au retour des vestiaires, défaite 21-13. Merci de votre attention, le journal se poursuit avec le journal national et international. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quelle réponse de l'Union européenne après la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine ? Devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre François Bayrou indique que la France et l'Europe doivent réunir tous les moyens possibles pour se substituer autant que possible aux États-Unis. Un peu plus tôt, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté son plan pour réarmer l'Europe. Il prévoit un assouplissement des règles budgétaires pour les États membres pour qu'ils puissent augmenter considérablement leurs dépenses de défense. Notez aussi demain la visite en France du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Joël Le Squarnec reconnaît avoir profité de son statut pour commettre des agressions. L'ex-chirurgien est interrogé par la Cour criminelle du Morbihan aujourd'hui, notamment sur sa pratique médicale. Il est jugé depuis la semaine dernière à Vannes pour près de 300 viols et agressions sexuelles commis sur des patients mineurs pendant une trentaine d'années. Des victimes qui viendront témoigner à la barre demain. Le parquet de Nanterre requiert un procès pour meurtre pour le policier responsable de la mort du jeune Naël. Il lui avait tiré dessus à bout portant après un refus d'obtempérer. L'enquête a révélé que le motard n'était pas en situation de danger imminent. Les faits avaient entraîné des émeutes dans plusieurs villes à l'été 2023. Après son échec il y a 2 ans, le maire de Rouen repart à la conquête du PS. Nicolas Mayer-Rossignol annonce aujourd'hui dans le Nouvel Obs sa candidature au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste et défend la rupture avec la France Insoumise. Le premier secrétaire actuel, Olivier Faure, sera également candidat pour cette élection prévue lors du Congrès en juin prochain. Le foot pour finir avec le retour ce soir de la Ligue des Champions. Le début des 8e de finale aller et avec Lille qui avait validé son billet sans passer par les barrages et qui va défier le Borussia Dortmund, finaliste l'an dernier. Le coup d'envoi c'est à 21h et à la même heure on suivra le derby madrilène entre le Real de Mbappé et l'Atlético de Griezmann. Le match du PSG ce sera demain contre Liverpool. Et c'est la fin de cette édition. Bonne fin de journée à notre écoute. C'est l'heure de notre agenda culturel, concerts, expos, spectacles. On fait le tour des événements qui vont rythmer votre semaine au Havre et dans la région. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Au Havre, je vous propose un café littéraire ce soir, un format inédit pour ce café littéraire qui célébrera à sa manière en avant-première la Journée internationale des droits des femmes. Les participants et participantes sont invités à apporter et présenter un ouvrage, un roman, un essai, une BD qui aborde la question des droits des femmes. Au cours de ces échanges, il sera question des enjeux de cette journée du 8 mars. Ça se passe ce soir à 18h au 11 Terre rue Enfray et c'est totalement gratuit. Je vous rappelle le spectacle Je suis une montagne ce soir dans le cadre du festival Déviation au Volcan, c'est à 20h. Vous le retrouvez aussi mercredi à 11h, 15h et 19h au Volcan. Le tarif est compris entre 5 et 25 €. Réservation au 02 35 19 10 20. Pour rappel, ce spectacle vous met dans la peau d'une montagne à la découverte de ce qui se passe. Pluie, vent, grondement son, orage, à la chaleur, aux variations de la lumière. Bref, vous êtes une montagne. Enfin, une exposition de talents cachés à l'Université du Havre. C'est du mardi 4 mars, donc aujourd'hui au vendredi 4 avril à la Maison de l'étudiant. Des étudiants et membres du personnel de l'université présenteront leurs travaux réalisés dans le cadre des ateliers du service culturel ou d'une démarche individuelle. Chaque année, c'est l'occasion de découvrir des univers artistiques divers et de constater la richesse et les talents de la communauté universitaire. Ça se passe à la Maison de l'étudiant, 50 rue Jean-Jacques Rousseau.
Place à notre découverte Ferrarock, il est 17h09. The Liminanas est notre focus de la semaine. On va aussi retrouver en deuxième partie d'émission la présidente de la roue libre. Florence sera avec nous au micro pour nous parler du baromètre du vélo, une enquête qui vous permet de noter votre commune au niveau de la gestion des vélos, des pistes cyclables. Pour ce focus Ferrarock de la semaine, aujourd'hui on vous fait découvrir The Liminanas, un duo à l'univers psychédélique et hypnotique. Accrochez-vous, ça va nous embarquer très loin avec ces deux titres. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. The Liminanas sort un nouvel album, Faded, avec Because Music. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'au 9 mars prochain. Depuis la création du groupe en 2009, Marie et Lionel de The Liminanas n'ont cessé de réinventer le garage new-yorkais à la sauce fuzzy de Cabestany, leur village d'origine à la frontière espagnole. 2025 signe le retour sur scène du groupe avec notamment un Olympia le 10 avril prochain ainsi que dans plusieurs villes européennes. Sa vie et quelquefois
The Liminanas sera donc prochainement sur les routes pour une tournée qui leur permettra d'incarner en chair et en os et en riff un nouvel album manifestant une fougue rock'n'roll jamais démentie en un quart de siècle de carrière. Cet album s'appelle Faded.
Aux complices français toujours fidèles s'ajouteront également certains invités de renom. Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations. Il faudra donc attendre l'Olympia le 10 avril. L'album, vous pouvez dès à présent l'écouter, c'est Faded, sorti avec Because Music et partenaire Ferrarock du 3 mars 2025 au 9 mars 2025. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Après cette pause musicale en compagnie de The Liminanas, Camille nous emmène à la rencontre de Chapeau Péruvien, une association qui prône la solidarité à travers des projets artistiques et culturels. Reportage à suivre tout de suite. Et après donc ce reportage, on retrouvera Florence Gazanguel, qui est présidente de la Roue Libre. Elle va nous parler du baromètre du vélo. Si vous souhaitez en savoir plus, restez donc à l'écoute. Aujourd'hui, je suis en studio avec Marie, 33 ans. Poisson ascendant bélier, elle adore les cookies, l'automne, les Spice Girls et les salopettes depuis toujours. Elle est rédactrice et illustratrice en freelance, mais on la connaît surtout sous le nom de Chapeau Péruvien. Son truc, c'est de mettre des paillettes partout et de transformer chaque jour en fête. C'est pour ça qu'elle vend ses créations illustrées en ligne. Mais au-delà de l'esthétique et de la gaieté, son travail est aussi profondément engagé. Donc en exemple marquant, il y a ton affiche Le corps lesbien, où tu écris dessus « Épaules usées de porter le poids du patriarcat, des LGBT-phobies, du racisme, du validisme et du fascisme ». Tu parles d'ailleurs de militantisme joyeux. Peux-tu nous expliquer un peu ce que ça signifie pour toi ? Eh ben déjà merci de me recevoir. Le militantisme joyeux, pour moi, c'est vraiment ce que je suis à 100%. J'ai mis des mots là-dessus il y a finalement quelques années, mais pas si longtemps. Mais c'est quelque chose que je fais depuis, je pense toujours de manière naturelle. Je fais partie des minorités puisque je suis lesbienne. Je l'assume depuis pas depuis toujours, mais depuis plusieurs années. Pour moi, c'est important que le militantisme soit aussi une fête, soit aussi positif, même si on a de plus en plus de mal à avoir de l'espoir et de voir une lumière au bout du tunnel. Moi, ma manière de faire, c'est de faire des créations donc qui soient engagées, qui revendiquent avec fierté nos différences, qui on est et nos identités multiples et magnifiques, mais voilà, avec des paillettes, en fait ma première création, la première chose qui m'est venue, c'était un calendrier de l'Avent lesbien avec des citations en fait de culture lesbienne à l'intérieur et voilà, c'est le premier objet militant dont l'idée m'est venue et je pense que ça résume bien ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire voilà, c'est un objet qui est très ludique, qui est presque futile parce que en vrai un calendrier de l'Avent ça change pas la vie mais ça apporte un petit plaisir tous les jours comme carrément. Quand on était enfant d'ouvrir notre petite case avec le chocolat chaque matin, et c'était un truc qui nous faisait du baume au cœur et voilà, c'est vraiment mon intention avec mes créations, c'est de dans tout ce bordel clairement de s'apporter un peu de joie et de douceur et de baume au cœur quoi, voilà. C'est beau. Et d'ailleurs tu parlais aussi j'ai retrouvé que tu disais parce que à 17 ans, si tu avais eu ces stickers entre les mains, peut-être que tu ne te serais pas dit bon, c'est comme ça, tu aimes les femmes et puis plutôt une en particulier, mais ça passera jamais auprès de ta famille. Et puis une femme, c'est trop compliqué, trop dramatique, trop difficile, alors enterre ça bien profond et on verra ça plus tard. Comme tu disais, dans l'art, comment tu peux faire, comment tu vois un peu la mission, comment changer les mentalités? Moi, je crois beaucoup à la visibilité, c'est-à-dire que pour moi, si moi je me montre, si je m'assume comme je suis, que je me montre, alors ça va peut-être moi pas être au travers comme certains influenceurs ou influenceuses de photos et de détails du quotidien que je trouve trop cool d'ailleurs, mais que moi je peux pas me permettre parce que ma famille est pas tout à fait ok avec ça. Mais ça va être de me montrer dans mes dessins, de raconter ce que j'ai vécu, voilà, quand j'étais ado, de raconter ce que c'est. D'aimer une femme tout simplement mais parce que en fait juste c'est de l'amour, ça a rien c'est pas très différent d'un amour hétéro, c'est juste voilà, c'est juste en fait de montrer voilà, j'ai un petit réseau sur les réseaux sociaux qui me suit, alors c'est pas énorme mais depuis plusieurs années et même avant que je m'engage vraiment dans ces sujets-là, j'avais déjà des gens qui me suivaient parce que je postais des dessins tous les jours sur mon quotidien d'étudiante et en fait ces gens-là sont restés alors que mes préoccupations ont changé. Et ça, c'était une première preuve pour moi de me dire la manière dont je le raconte,
qui est assez douce, qui est assez un peu guimauve parce que je suis comme ça, j'ai le cœur chamallow et j'aime l'amour et voilà, d'en parler de cette manière-là a fait que les gens sont restés. Et souvent sont venus me dire ensuite, tu sais, moi en fait je connaissais personne alors ils disaient de homosexuel dans mon entourage, et du coup toi c'est la première fois que quelqu'un en parle d'une manière aussi décomplexée et douce, et du coup c'est pas que ça donne envie, attention, oulala, je fais de la propagande. non c'est pas ça, mais c'est le côté ça rend ça moins étrange, moins différent, moins inconnu, et du coup peut-être que le jour où mon enfant va me dire qu'il aime quelqu'un du même sexe, peut-être que je serai ma réaction sera moins conne un peu grâce à toi. Carrément. Et du coup je crois beaucoup à ça, au fait de se montrer, et du coup le fait de m'assumer totalement. Voilà, moi je fais Colombo tous les jours, je dis ma femme et en fait je vois bien que ça les choque pas, ou alors il y a un petit mouvement d'interrogation, et puis en fait ok, et je me dis je ne suis pas sûre que juste en existant, juste en étant leur collègue, juste en étant ouvertement lesbienne, je vais faire changer leur vote le jour où il faudra choisir quelqu'un qui luttera pour mes droits. Mais je peux pas m'empêcher de penser que j'ai peut-être semé une toute petite graine. Et en fait, pour moi, la visibilité, c'est ça. Donc c'est moi, en tant que, d'être sur Instagram, de poster de temps en temps un petit truc qui dit que je suis avec une femme, et ensuite, de m'engager dans des créations où là, je dis ouvertement que c'est super d'être lesbienne et qu'il faut être fière, et que voilà. Et après, ça va être aussi dans la culture. Moi, je sais que la phrase dont tu parlais, que j'ai écrite il y a quelques années, je pense, sur mon blog, je crois. C'est parce qu'en fait, j'ai découvert mon homosexualité quand j'avais 14 ans. Ça s'est très mal passé auprès de ma famille parce que j'ai vécu une histoire avec une personne plus âgée. Je me suis dit... en fait, j'avais pas assez de soutien autour. J'avais une amie... J'ai rencontré une amie au lycée à ce moment-là qui a entendu parler de mon histoire et qui est venue vers moi et m'a dit... c'est vrai que t'es avec une femme, parce qu'en fait, moi aussi. Et donc ça, j'avais ce soutien-là, mais pas plus, en fait. Ouais. Et j'aurais eu de la culture, j'aurais eu de la visibilité autour de moi, j'aurais eu des modèles à la télé, dans les émissions de télé-réalité, j'en sais rien, dans les séries qu'on regardait, dans les bouquins. Je me serais sentie plus solide, je pense, et je me serais sentie légitime. Et je me serais dit, ouais, moi, je suis comme ça. Et je sais que... aujourd'hui, je suis maman et belle maman de 3 enfants, et c'est vraiment quelque chose depuis toujours que je leur dis, c'est vous pouvez tomber, c'est possible d'être amoureux d'une femme, d'un homme, ou peu importe le genre de la personne, et je pense que vraiment, si on m'avait dit ça petite, moi j'aurais tout de suite compris qui j'étais, et ça aurait été quelque chose d'acquis chez moi, ou en tout cas de solide, qui aurait pu changer si mon cœur le voulait, mais je me serais assumée, et en fait le regard des autres, de mes parents ou de ma famille, la peur de vivre quelque chose de trop compliqué ne m'aurait pas découragée à ce point-là à 17 ans. Il y aurait eu plus de représentations, plus de personnages qui parlent de ces sentiments-là, de fait de se découvrir différent. Je pense que j'aurais été plus solide, et je me serais pas reniée, parce que c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je me suis reniée. Et donc là, toutes les petites créations que tu fais comme illustration, des stickers, des calendriers, comme tu disais, des affiches, des petits fanzines aussi, des écussons. Comment tu les crées? Est-ce que tu as un petit coup de cœur là de dernière création? Un peu nous teaser tout ce petit univers un peu plus en détail? Là, j'ai sorti pour le début d'année, du coup, un calendrier 2025. Donc, il y a 12 illustrations qui sont toutes inspirées d'une série ou d'un film comportant des personnages lesbiens j'ai essayé qu'ils soient le plus actuels possible. Après, il y a quelques vieux films, mais sinon, c'est plutôt des productions récentes. Parce que, encore une fois, la culture lesbienne, c'est vraiment important pour moi. Et là, pour le coup, en fait, depuis que je suis revenue du
du bon côté. Enfin voilà, depuis que j'ai décidé vraiment d'assumer totalement qui j'étais il y a quelques années, maintenant je cherche, dès que je vois une image qui me plaît, ou bah voilà, des fois une actrice ou un acteur qui voilà, que j'ai envie, je me dis ça j'ai envie de le dessiner, cette tenue là j'ai envie de la dessiner, cette scène là j'ai envie de la dessiner, et du coup ça m'inspire énormément. Donc voilà, il y a ce calendrier avec 12 illustrations, et après bah voilà, c'est des petits stickers. Moi, j'ai toujours adoré les stickers depuis que je suis toute petite. Je collectionnais ça. C'était tout mon argent de poche passé là-dedans. Et comme il y a un autre produit comme ça qui est inspiré clairement de mes petites lubies d'enfant. C'était l'album Panini avec les stickers à collectionner. Et donc, il fallait remplir son album et acheter les pochettes. Et t'avais tout le temps des doubles et c'était l'enfer. Ouais. Et du coup, il y a 2 ans, j'ai sorti un album avec des lesbiennes. Donc, où j'ai fait les petites pochettes. Sauf que moi, t'as pas de double normalement si t'achètes. Elles ont toutes. Il y a la pochette numéro 1 qui contient tel et tel et tel et tel personnage. Okay. Et du coup, donc tu peux pas te faire avoir normalement. Et voilà, du coup, ça c'est voilà. J'essaye vraiment de m'inspirer de ce qui m'a apporté de la joie quand j'étais enfant, ado, parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez nostalgique et j'aime bien. Enfin, je suis toujours proche de mon enfance. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me nourrit encore aujourd'hui, et du coup voilà, de reprendre ce genre de supports qui sont ludiques, qui sont mignons, qui sont rigolos, et de les détourner à la sauce militante, c'est vraiment mon créneau, quoi. C'est ce qui me plaît. Je comprends. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que, parce que au-delà de tes créations qui sont pleines de douceur et de couleurs, tu portes aussi un autre projet, donc c'est la BD qui s'appelle Tête brûlée, sur laquelle tu travailles depuis 5 ans, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous la pitcher ? J'imagine que ça raconte peut-être un peu aussi tout ça, tout ce chemin jusqu'ici de ta vie. Bah c'est ça, c'est clairement totalement autobiographique, je le cache pas. Et c'est voilà, en gros c'est l'histoire de cette histoire d'amour que j'ai vécue quand j'avais 14 ans, qui m'a révélé mon homosexualité, et c'est en fait les conséquences de cette histoire sur ma vie pendant les 15 à 20 années qui ont suivi, parce que voilà, donc une histoire d'amour hors norme, et voilà, qu'aujourd'hui, et qui a même à l'époque été qualifiée c'était de la pédocriminalité, clairement, voilà. Donc c'est une histoire qui est très compliquée à vendre, parce que en fait je veux la raconter de la manière dont je l'ai vécue à ce moment-là, c'est-à-dire à mes 14 ans. Pour moi c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver, une femme qui me plaisait a posé ses yeux sur moi, et je lui ai plu et elle me plaisait, et du coup c'était juste, je pouvais pas rêver mieux en fait. Sauf que voilà, il y a eu effectivement, ça devait pas se vivre comme ça, mais ça s'est passé comme ça, et en fait et les conséquences donc de cette histoire, notamment auprès de ma famille, puisqu'il y a eu un procès, voilà, il y a eu toute une histoire judiciaire, et finalement les conséquences de ça, de tous les choix qui ont été faits suite à cette histoire donc d'amour de mon côté, que j'ai vécu comme ça, tous les choix qui ont été faits, que ce soit par moi, par ma famille, les phrases, les petites choses qu'on m'a dites, en fait l'accueil de cette nouvelle qui était à la fois extrêmement violente pour mon entourage proche, ma famille, parce que c'était merde, notre fille est en danger, en fait elle vit une histoire qui est pas normale, et mon homosexualité. Et en fait il y a eu un pack qui a été fait, comme si c'était en fait elle est lesbienne, mais c'est pas elle, c'est à cause de cette femme en fait. Et du coup, sauf que c'est pas le cas. Et en fait, ça a été très violent. Je me doute. Et j'ai mis des années à m'en remettre, et voilà, ça fait pas si longtemps. Et donc j'ai commencé à écrire cette BD quand je m'en suis rendu compte. En fait, j'ai commencé vers mes 25, 26 ans à me sentir vraiment très mal. Okay. Je ne savais pas trop pourquoi, j'avais une petite idée, mais j'étais mal, je sentais, c'était comme s'il y avait un abysse sombre qui m'aspirait à l'intérieur de moi, c'était très étrange, et je me suis dit, ok, t'as du taf, il faut que t'ailles bosser là-dessus, donc j'ai analysé tout ça, et je suis allée, voilà, j'ai tendance à dire, je suis descendue en rappel au fond de la merde, clairement, et je suis allée avoir les conversations qu'il fallait que j'ai avec mes parents, avec cette femme avec qui j'ai vécu cette histoire, avec tous les gens qui étaient présents à ce moment-là, pour en fait remettre le puzzle en place et comprendre quel impact ça avait eu pour moi,
pour les autres, comment les gens se plaçaient autant d'années après cette histoire, etc. Et du coup, voilà, cette BD, elle raconte ça, c'est clairement thérapeutique aussi. Bon voilà, c'est un chemin compliqué et donc une histoire assez compliquée à vendre effectivement parce que des gens qui le comprennent, du coup les maisons d'édition, si j'ai bien compris, eux ils pour l'instant c'est dur. Après voilà, le problème c'est que j'ai peu de temps à consacrer à ce projet parce que c'est un projet qui n'est pas rémunéré du tout pour moi. Mes créations, quand je fais une planche de stickers, ça me prend quelques heures, ensuite je la fais produire et je les vends et le temps il est assez rapide finalement et entre le moment où je le crée et le moment où ça me rapporte un petit peu d'argent, alors c'est pas des folies mais voilà, il y a quand même un petit revenu. Là clairement il faut des mois de travail pour ça. Alors la BD elle est écrite totalement de A à Z, tout le texte est écrit, les dessins sont gribouillés au crayon papier sur des blocs, mais il faut mettre tout ça au propre. En fait, moi, ce qu'il me faudrait, c'est un contrat, clairement, où on me dit, on te donne une avance et tu travailles pendant 6 ou 8 mois là-dessus non-stop et ça serait idéal. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé ça. Mais comme j'en ai marre que ça traîne dans mon tiroir, cette histoire, et que j'ai vraiment besoin aussi de passer à autre chose parce que j'ai envie de faire plein d'autres choses, j'ai envie d'écrire plein d'autres histoires. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer à la partager sur Instagram, je vais créer un compte dédié. Donc voilà. Ok. Donc avec toutes ces illustrations donc inspirées de pop culture et baignées d'amour évidemment, Chapeau Péruvien revendique une approche joyeuse du militantisme. Son travail décline ses engagements sur des supports ludiques et colorés, pensés pour réchauffer les cœurs. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur son site internet également, ou encore sur Facebook et Etsy pour retrouver toutes ces petites jolies choses à acheter sous le nom toujours de Chapeau Péruvien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les auditeurs? Alors tout le monde va se demander mais pourquoi elle s'appelle Chapeau Péruvien? Généralement c'est ce que tout le monde me demande, mais du coup ils sont où les chapeaux? Je trouve souvent sur les marchés des gens, mais c'est pas là les chapeaux péruviens alors? Non. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux mais quand j'étais ado du coup j'avais tout le temps des otites et tout, mal à la tête, et du coup l'hiver je souffrais tout le temps, j'étais tout le temps malade et tout, donc ma maman m'a offert un gros bonnet péruvien en laine très très coloré, très rose, bleu, avec des couleurs flash, et du coup les gens se sont mis au lycée à m'appeler Chapeau Péruvien comme ça. Okay. Et je m'appelle Marie en vrai, et bon, comme beaucoup de gens s'appellent Marie, il y a des jeux de mots avec Marie, il y en a des milliers. Beaucoup. Et du coup, le jour où j'ai voulu ouvrir mon petit blog de dessin quand j'étais étudiante, je me suis dit mais comment je vais l'appeler, et je me suis dit tiens, je vais l'appeler Chapeau Péruvien. Et alors après, j'ai cherché une explication un peu mieux parce que du coup, vraiment, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est bizarre, quoi. Voilà. Et du coup, un jour, j'étais au téléphone avec une copine, je crois, et je gribouillais sur un bloc et je dessinais un petit arc-en-ciel parce que j'adore les arcs-en-ciel. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un arc-en-ciel, ça ressemblait un peu à un bonnet péruvien. Du coup, j'ai rajouté un petit visage au milieu et ça a fait enfin un logo. Et donc, je me suis dit qu'en fait, mes créations, elles étaient un peu comme un chapeau péruvien, c'est-à-dire qu'elles réchauffaient pas la tête, mais elles réchauffaient le cœur. Ouais. Bon, voilà, c'est hyper tiré par les cheveux, c'est un peu coloré, quoi. Mais bon, voilà, c'est la... On aime bien. Au moins, c'est original. Trouvé, voilà. Un petit peu plus original que Marie, entre guillemets. Voilà, clairement, on peut pas faire... Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. Et allez voir sur Instagram, il y a plein de jolies choses, et sur son Etsy aussi pour aller découvrir toutes ses créations. Merci Marie, et merci Chapeau Péruvien. Reportage signé Camille. Je vous propose un titre avant de retrouver Florence Gazanguel qui est notre invitée aujourd'hui. Elle est la présidente de La Roue Libre et elle nous propose de découvrir le baromètre du vélo, une enquête autour du vélo mais surtout autour des communes et de ce que cela implique pour chaque commune. À quel degré êtes-vous satisfait des pistes de vélo? À quel degré êtes-vous satisfait et satisfaite des vélos dans votre ville? Peut-être certaines de vos communes proposent des vélos en libre service. Bref, le baromètre du vélo vous permet de noter et de questionner la mobilité douce dans vos communes. On en parle juste après ce titre qui nous emmène à Édimbourg au Royaume-Uni. Brooke Combe nous chante Dancing at the Edge of the World. C'est une nouveauté sur Westrack, mais restez bien avec nous. Notre invité du jour arrive.
Il est 17h41 sur Westrack Radio. Ce soir, on va parler mobilité douce, vélo et engagement citoyen avec l'association La Roue Libre. Vous les connaissez peut-être déjà pour leur travail autour des vélo-écoles, les ateliers de réparation participatifs et les sorties balades qu'ils organisent. Mais aujourd'hui, on va creuser un petit peu plus vers leurs actions et les enjeux actuels du vélo en ville. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Gazangel, présidente de La Roue Libre. Bonjour. Bonjour Lucie, merci. Merci d'être avec nous ce soir. La Roue Libre, c'est bien plus qu'un simple collectif de cyclistes. Vous œuvrez pour rendre le vélo accessible à tous et à toutes. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face aujourd'hui ? Alors, on a déjà des victoires. C'est-à-dire que le vélo s'est vraiment imposé en centre-ville. Il y a de plus en plus de cyclistes depuis la crise Covid, bien sûr. Des gens qui ont pris le vélo peut-être par nécessité et qui certainement y sont restés par plaisir. Donc nous, on est très contents de voir de plus en plus de cyclistes en centre-ville. Mais le défi qu'on a actuellement, c'est que les aménagements soient de plus en plus sûrs. Soit de plus en plus sûr. Nous, on part du principe, et c'est une très grande exigence, mais c'est volontairement, qu'un aménagement cyclable est un aménagement cyclable réussi quand un enfant peut y aller, quand une personne âgée peut y aller, sans être gênée, sans avoir peur. Voilà, le premier frein au vélo, c'est la peur. Donc, pour réduire cette peur, il faut des aménagements cyclables de qualité. Et le deuxième défi auquel nous nous attachons actuellement, c'est que le vélo sorte du centre-ville. C'est que le vélo aille en périurbain, aille en milieu rural. En milieu rural, on a tendance à se dire oui, mais quand on est à la campagne, on a besoin de sa voiture. 50%, plus de 50% des trajets en milieu rural font moins de 5 km. C'est tout à fait accessible à vélo, encore plus accessible avec un vélo à assistance électrique si on a du relief. On a l'habitude de dire qu'avec un vélo à assistance électrique, la terre est plate, donc ce n'est plus un sujet. Par contre, en milieu rural, il faut là aussi des aménagements cyclables, parce que sinon, c'est le même frein qu'en centre-ville, c'est la peur. Voilà. Et l'une des actions principales de La Roue Libre, ce sont ces balades à vélo. Justement, qu'est-ce qui fait le succès de ces sorties et quel impact est-ce qu'elles ont sur la perception du vélo en ville ? Alors, les balades de La Roue Libre, je crois qu'elles permettent de se dire « Ah en fait, c'est possible. Ah en fait, je suis allée jusque-là à vélo. » Sans risque, sans avoir peur. Alors évidemment, quand on est en balade, c'est parce qu'on a moins peur, parce qu'on est en groupe, on est en troupeau, donc là, on est protégé par la masse. Une balade de 20-30 personnes, c'est beaucoup plus repérable par les automobilistes. Mais c'est aussi découvrir que quelquefois des nouveaux aménagements. Une erreur que font quelquefois les néocyclistes, c'est de se dire je vais aller
à vélo du point A au point B, comme je fais en voiture, en prenant le même trajet, le même itinéraire pour le même trajet. Et ça, c'est une erreur à vélo, parce que fatalement, vous vous retrouvez avec les voitures. Alors que en suivant certaines de ces balades, on peut découvrir des nouveaux aménagements. On peut se dire, ah bah oui, en fait, un pâté de maison plus loin, je suis bien plus en sécurité. Donc, et puis, je pense que ça permet tout simplement d'avoir du plaisir à circuler en groupe, à rencontrer d'autres cyclistes, et puis découvrir sa ville à un rythme différent et avec beaucoup plus de contact avec les éléments. Alors ça peut paraître négatif si c'est la pluie, mais quand même la pluie c'est pas si souvent, contrairement à ce qu'on peut penser. Même en Normandie, c'est 6 à 7% du temps. Tout le reste du temps, il n'y a pas de pluie en fait, il y a que du bonheur. Et depuis le 1er mars, la 4e édition du baromètre des villes cyclables a commencé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et pourquoi cet outil est essentiel pour les cyclistes et comment est-ce que nous, on peut y participer ? Oui, alors le baromètre des villes cyclables, moi, c'est vraiment mon dada. C'est ce que je préfère. Il a changé de nom. Maintenant, il s'appelle le baromètre vélo. Sans doute que c'était plus rapide à dire. Et le baromètre vélo, c'est donc la 4e édition. C'est un programme national organisé par la Fédération des usagères et des usagers de la bicyclette, la FUB. Alors la FUB, c'est une association nationale qui regroupe toutes les associations de promotion du vélo en France. Donc c'est plus de 500 associations. Et clairement, la FUB fait du plaidoyer au niveau national pour le vélo, pour les aménagements, pour qu'il y ait des polices, des politiques cyclables qui rendent la ville et la ruralité et le territoire, tous les territoires cyclables. Et donc le baromètre, c'est la plus grande enquête au monde sur les aménagements cyclables. À la dernière édition, il y a eu 270 000 participations. Et donc, concrètement, c'est un questionnaire de 10 à 15 minutes. On répond sur la commune sur laquelle on pédale. On peut donc faire ce questionnaire plusieurs fois si on pédale sur plusieurs communes. Et les villes, par ce questionnaire, sont notées. Et tous les enfants vous le diront, si c'est pas noté, ça compte pas. Donc, si on note sa ville, ça crée ensuite entre les villes, d'abord, elles se rendent compte si réellement leurs efforts sont ressentis par les cyclistes, si leur absence d'efforts sont ressentis par les cyclistes, et elles peuvent se comparer aussi entre elles. Donc il y a un classement des villes, mais ça, je veux dire, c'est important. Mais ce qu'il y a aussi d'important, c'est qu'à la fin du questionnaire, donc il y a une 30aine de questions, on note de 0 à 6, on répond de 0 à 6 pour chaque question. Et à la fin, il y a 3 cartes. Et sur ces 3 cartes, vous pouvez mettre donc 3 points noirs, les points sur lesquels vous vous sentez en danger sur vos itinéraires, 3 points verts où vous voyez qu'il y a eu une amélioration, et 3 points bleus qui sont les besoins en stationnement. Ces 3 cartes, plus les commentaires, plus les réponses aux questions, etc., fournissent à la fin, une étude. En fait, c'est une collecte de données, une collecte citoyenne de données qui sont vraiment très complètes et qui permettent aux communes, ensuite, d'avoir une étude gratuite, j'insiste sur ce point, de la cyclabilité de leur commune et une sorte de diagnostic. Donc, c'est basé sur le ressenti des cyclistes, mais ce ressenti peut aussi, les cyclistes peuvent être aussi de plus en plus exigeants. Mais les communes sont notées aussi en fonction de leur progrès. Il peut y avoir aussi, on note par exemple les efforts de sa commune, même si quelquefois ça n'est pas suivi. Ce n'est pas suffi d'effet. Mais je m'égare un petit peu. Ce que je veux simplement dire, c'est que les communes recevront au mois de septembre ces données à condition d'être qualifiées. Être qualifiées, ça veut dire qu'il y a eu plus de 50 réponses dans la ville, plus de 50 participations, et pour les communes de moins de 5000 habitants, c'est 30 participations. C'est une nouveauté sur le baromètre et nous espérons, la Fédération des usagers de la bicyclette espère comme ça que des communes plus petites arriveront à passer le seuil des 30 et pourront comme ça recevoir
cette étude qui peut être si précieuse. Donc il est très important de répondre donc à ce baromètre du vélo. Quels résultats on a pu recevoir sur les années précédentes, les éditions précédentes? Est-ce que ces résultats ont pu avoir un impact concret? On va parler Havre-au-Havrais. Au Havre, il y a eu beaucoup d'améliorations ces dernières années. Est-ce que le baromètre a pu jouer un rôle là-dedans? Moi, je suis persuadée que le baromètre joue un rôle. Pour moi, le baromètre, c'est du gagnant, gagnant, gagnant. C'est-à-dire, c'est gagnant pour les cyclistes qui font remonter leur demande. Je pense que le succès du baromètre en France, c'est peut-être parce qu'on leur donne une occasion de râler. Mais tant qu'à râler, il faut râler utile et il faut râler constructif. Donc, c'est gagnant pour les cyclistes qui peuvent faire remonter leurs demandes, rendre visibles leurs besoins. C'est gagnant pour leurs communes qui ont ces études. C'est gagnant aussi pour les aménageurs qui doivent faire des études complexes, etc., et qui, là, ont vraiment beaucoup de données. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, par exemple, puisque nous sommes au fort de Tourneville, si la côte d'Ingouville et si la rue du 329e ont été mis en coronapiste, c'est certainement à la suite du baromètre de 2019. Donc, parce que c'est un axe rouge. Alors, vu la côte d'Ingouville, je pense que dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'était pas propice au vélo. C'était, voilà. Sauf que on a une ville haute, on a une ville basse, on a besoin d'axes cyclables entre les deux, et il y avait un réel besoin à cet endroit. Donc, la coronapiste qui est d'abord provisoire, puis qui a été pérennisée, pour moi, elle découle directement du baromètre vélo 2019. Et selon vous, qu'est-ce qui freine encore le développement du vélo comme mode de transport principal en ville, alors que ce soit au Havre ou dans les autres communes? Qu'est-ce qui marche? La voiture. Pourquoi ça marche? Parce que en un siècle, on a construit tout un système. Dans un système, il faut que toutes les pièces soient en place pour que le système fonctionne. Eh ben, il se trouve que le système vélo n'est pas encore complet. Par exemple, il y a des besoins de stationnement. Depuis le 28 février, j'ai discuté avec quelques cyclistes à propos du baromètre, et il y en a une qui m'a dit moi j'ai besoin de stationnement sécurisé là en bas de chez moi, quoi, parce que mon vélo je le remonte à la main et c'est difficile. Vous parlez des freins, et justement il y a une autre nouveauté sur ce baromètre des villes cyclables, qui est le fait qu'il y aura un questionnaire spécifique pour les personnes qui voudraient faire du vélo mais qui ne peuvent pas. Parce que voilà, l'idée c'est quand même que le nombre de cyclistes augmente, et donc s'adresser qu'aux cyclistes, c'est pas tout à fait pertinent. Il faut aussi savoir pourquoi une personne qui aimerait faire du vélo ne peut pas. Est-ce que c'est un problème de piste cyclable? Est-ce que c'est un problème de stationnement? Est-ce que c'est un problème de handicap? Parce que mon vélo n'ira pas à tout le monde, mais il y a des vélos, je pense qu'il y a des vélos pour beaucoup de monde. On peut trouver des vélos adaptés à différentes situations. Il faudra attendre le mois de septembre pour les résultats, on l'espère, au Havre. Oui. Au mois de septembre, ce sont les communes qui auront le résultat, oui, mais dès le mois de juin, en effet, le classement, les notes, etc., on l'aura qu'en septembre, mais dès le mois de juin, on aura quelque chose qui est très important, c'est la participation et le nombre de villes qui ont réussi à être classées. Et ça, c'est vraiment important. Au Havre, c'est la communauté urbaine, le Havre Seine Métropole, qui s'occupe de la voirie. Il y a 54 communes, et il y a un chiffre que nous allons guetter, c'est combien de communes ont passé le seuil des 50 ou le seuil des 30. Et ça, c'est disponible en ligne. Une fois qu'on a répondu au questionnaire, on peut voir les villes qui montent, celles qui sont toutes proches, celles qui sont à 48. Il manque quelques participations pour qu'elles soient qualifiées avant le 2 juin, parce que le 2 juin, c'est la fin du baromètre. Et donc, on peut se dire, oui, moi, en effet, je vais pédaler dans cette commune, donc je suis légitime à donner mon avis sur cette commune, et ça lui permettra peut-être de passer le seuil.
Vous pouvez donc encore renseigner, voter dans le baromètre du vélo jusqu'au 2 juin. Est-ce que vous, au sein de la roue libre, vous avez remarqué des différences dans la perception du vélo selon les quartiers, les profils des habitants dans l'agglomération havraise ? Oui, évidemment. Le Havre n'échappe pas à quelque chose d'assez triste. C'est que les personnes en centre-ville qui ont le plus d'offres de mobilité sont celles aussi qui pratiquent le plus de vélo. Et à contrario, des quartiers qui, eux, ont peu d'offres de mobilité circulent moins à vélo. Et ça se voit. Ça se compte parce qu'il y a des compteurs tout le long des pistes cyclables. Ça se voit aussi dans le baromètre, le précédent baromètre vélo, où on voyait bien qu'il y avait des quartiers qui ne faisaient pas suffisamment remonter leurs besoins. Et je pense à Bléville, je pense à Coquery, je pense à Montgaillard, je pense à Dolmar, etc. On voit bien qu'il y a peu de retour sur ces territoires. Donc ça, c'est une première catégorie, je veux dire au niveau du territoire. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas suffisamment présentes, ce sont les femmes. Les femmes ne sont pas suffisamment, sont minoritaires sur les vélos. Et nous, on a un programme, on a cette chance à la roue libre d'avoir une vélo-école, un atelier. Et donc, le fait qu'on ait les deux nous permet, d'avoir été sélectionné pour le programme Vélo Ego. Et le programme Vélo Ego, c'est vraiment un programme formidable auquel je tiens énormément, que nous avons commencé en fin d'année 2024, où il s'agit il s'agit que des personnes qui sont éloignées de la mobilité apprennent à faire du vélo si elles ne savent pas en faire, apprennent à circuler en ville à vélo, ce qui est légèrement différent, apprennent à entretenir et à réparer, entretenir et régler leur vélo pour être en sécurité, et repartent avec un vélo issu du réemploi. Et ça, c'est vraiment formidable. Les premières promotions, entre guillemets, sont déjà repartis avec leur vélo. Et c'est vraiment formidable. Et ce sont en immense majorité des femmes qui ne pouvaient pas circuler comme elles le souhaitaient. Donc nous, on est très très contents. On a un petit problème, entre guillemets, c'est qu'elles demandent des vélos à cadre ouvert, c'est-à-dire sur lesquels elles puissent monter facilement. Et donc, on a un manque de vélos à cadre ouvert. Et donc, nous, de toute façon, que ce soit à cadre ouvert ou fermé, nous récoltons les vélos. Alors, idéalement, les personnes peuvent déposer des vélos dont elles ne se servent pas, soit au Havre, 3 rue Bonnivet, soit à Montivier, à l'ancienne gare, soit à Harfleur, près de la mairie. Nous avons des antennes à Montivier et à Harfleur. Il faut vérifier les horaires. Mais nous récoltons ces vélos et nous leur donnons une seconde vie. Et cette seconde vie, quelquefois, ça sera pour ces femmes. Et ça, c'est vraiment très chouette. En quelques mots, est-ce que vous avez des conseils à donner aux habitants pour bien répondre à l'enquête et justement exprimer leurs besoins en matière de mobilité cyclable pour le baromètre du vélo ? Je pense qu'il faut c'est pour ça que je parle des 3 cartes systématiquement, parce qu'il faut réfléchir à l'endroit où on va mettre ses points. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on peut tout simplement connaître l'existence du baromètre, faire ses itinéraires quotidiens et ensuite reprendre le baromètre chez soi le soir en se disant oui, il y a ça qui va pas. Donc voilà. La roue libre est très active au niveau de ces 3 antennes, Le Havre, Harfleur et Montivier. Il se passe beaucoup de choses, des balades à venir qu'on pourrait annoncer dès aujourd'hui ? Il y a beaucoup de balades. On fait beaucoup de balades. J'incite vraiment les auditeurs à aller sur Facebook, sur Instagram. On va aussi avoir un compte Blue Sky et Mastodon. Et j'incite vraiment à aller voir tous nos événements. Mais il y a 2 grands événements. La balade manifestive. On va faire une grande balade manifestive le dimanche 18 mai au matin avec des départs d'Octeville, Montivier, Étain-Hue, Saint-Romain, Bléville. Donc c'est pour vraiment vous montrer
qu'on a décidé de faire sortir le vélo du centre-ville et on arrivera tous à la Catène. Et on se retrouvera tous à la Catène vers midi et demi, je crois. Et donc, l'idée, voilà, une grande balade manifestive avec plusieurs départs. Et puis, il y a un week-end de cyclotourisme le 14 et 15 juin qui est en préparation. Donc, c'est vraiment pour initier au cyclotourisme avec des balades préparatoires en amont pour pas se trouver un petit peu bête parce qu'on n'a pas le vélo qu'il faut. Enfin, bref, pour les derniers réglages. Voilà. Et donc, ce week-end de cyclotourisme, toutes nos balades sont ouvertes à tous. C'est sur inscription pour des raisons d'organisation. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook. La roue libre est très très active et vous retrouvez tous les événements. Merci beaucoup Florence Gazangel pour cet échange. Et Merci. puis on espère que cette édition du baromètre des villes cyclables ou du vélo mobilisera donc un maximum de monde. Vous l'avez entendu, si vous pratiquez le vélo en ville ou dans l'agglomération, c'est le moment de faire entendre votre voix et peut-être de râler efficacement. Merci beaucoup Florence. Il est 18h tout pile et on va donc pouvoir se quitter, que vous rentriez à la maison en vélo ou peut-être en voiture. Westrack Radio vous accompagne ce soir avec ce titre Benny Sings Young Heart. Je vous retrouve demain pour un autre Mag à l'Ouest. Et demain, bien sûr, on parle cinéma et séries avec les 3 films qui sortent à l'affiche qu'il ne faudra pas rater. Une très belle soirée à vous. Young heart, they're back again, and they laugh at the things people say. She's bright, and he's practical.